Salut lesbiennes, goudou, Gwyn, Dykes, autres et alliés. Merci d'être là et surtout bienvenue dans ce 12e épisode de la saison 1 de The Road. Comme d'hab, on est ensemble pour une heure de bonheur lesbien. Et avant de commencer, en fait, je voulais vous proposer de soutenir ce projet en vous abonnant, en interagissant avec du clic, en commentaire, même du clic symbolique, et en partageant ce contenu éventuellement à des potes, à ton crush, à ta maîtresse qui a été ton crush de maternelle, j'en sais rien, à n'importe qui est welcome dans ce projet The Road. Merci. Let's go to the lesbian party, yeah? Comme d'hab, reprise depuis l'intro de l'épisode 11. Donc après la matinée assez énergivore autour de l'interview de Sandra, je prévois de me libérer une après-midi et une soirée plus relaxe, sans interaction formelle on va dire, parce que il en allait de ma santé physique et mentale, hein. Je commençais à tirer sur la corde depuis un moment, et par ailleurs il y avait toujours une base à gérer pour le quotidien. Du coup voilà, là mon idée c'était vraiment de faire cool, de faire retomber la pression et de faire des choses simples qui demandent pas trop de cerveau quoi. Est-ce que les habitués, là, vous êtes en mode ça va pas se passer comme ça? Il n'y a pas de repos dans The Road, il n'y a jamais eu de repos pendant le road trip, quoi. En réalité, ça s'est passé que je suis sortie de chez Sandra, je suis passée par la vieille ville, j'ai fait 2 toffes avec Megan. Mon road trip sans Megan, c'est pas pareil, quoi. No life. J'ai attrapé de quoi me faire un repas. J'ai lu 3 pages de sororité de Chloé Delorme avec les 15 autrices qui ont participé. Et en fait, tout de suite, il a fallu gérer le prochain tournage. Ça faisait plusieurs jours qu'on échangeait avec Letty, qui était pas mal occupée, qui avait l'air d'avoir un planning aussi chargé que le mien à ce moment-là. Et en fait, entre ses moves et les miens, c'était pas vraiment acquis d'avance, c'était pas gagné en tout cas qu'on puisse être raccord et surtout en pleine forme pour tourner. On se dit que voilà, même si on est en train de faire des phrases à rallonge ou des demi-phrases tellement on est fatigué pendant tous nos échanges et qu'on avait des réactions maybe inhabituelles du fait de la fatigue, on se dit qu'on tente le coup. Letty me propose de tourner chez elle parce qu'il pleut, de le retrouver en fin d'après-midi, début de soirée. J'ai relu nos échanges par message qu'on a eu avec Letty à ce moment-là. Et grosso modo, en fait, le contenu des messages, c'est je suis KO, moi aussi, ça va être folklorique. On n'a pas le choix si on veut réaliser cette interview. Et voilà, bon, globalement, on s'encourage mutuellement, mais on sent qu'on est toutes les deux genre éclatées, quoi. Ça va, toi? Ouais, grave. Alors à 18h30, donc après être rentrée de chez Sandra, j'ai le temps d'aller acheter à manger, faire à manger dans la chambre d'hôtel, manger, j'imagine me poser un petit peu. Je sors vite fait en centre-ville à Lyon en fait parce que ça fait plusieurs mois que j'essayais d'acheter Stone Butch Blues. Une fois que j'ai trouvé dans une librairie, je rentre à l'hôtel et franchement à ce moment-là, tout en moi me dit reste là, feuillette 3 pages, endors-toi, fais un chaos technique, dors pendant 24 heures s'il faut mais va pas travailler quoi. Mais bon, lesbian power, tu connais quoi, on y va. On y va, fatigué, on y va, on s'en fout. Archive lesbienne, représentation lesbienne, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la lutte? Alors à savoir que pour Letty non plus c'était pas évident parce que déjà lui il revenait d'un séjour quoi, vraiment pile poil il rentrait quelques heures avant et en plus moi j'essayais de l'avertir plus ou moins de l'avancée de mes plans parce que voilà j'étais déjà dans un état de fatigue qui faisait que j'avais pas envie de me mettre un impératif de à telle heure je serais vraiment pile devant chez toi. Donc au fur et à mesure je le checkais pour lui donner un peu des repères dans le temps on va dire et puis à 20h je crois je débarque en bas de chez elle. À savoir que pendant ce road trip, j'essayais vraiment d'éviter de tourner des interviews longs en soirée et j'évitais même de les tourner l'après-midi. À chaque fois que c'était possible, je bookais les tournages le matin pour garantir en fait ma forme et ma disponibilité. Sachant que dans la vie en itinérance, en van, en solitaire, etc., à 14h, t'as déjà eu au moins 3 vies. Pour vous donner une idée plus précise, si vous voulez, sur l'ensemble du tournage de la saison 1 de The L Road, donc sur 18 épisodes, j'en ai tourné 11 avant 14h. Après, réaliser des formats longs, c'est vraiment une discipline que j'adore et qui me correspond totalement, mais qui est franchement difficile. Ça nécessite en fait d'être au max de ses capacités, que ce soit personnel, émotionnel, professionnel, pour que l'échange soit fluide déjà, et pour obtenir ce petit truc en fait avec l'interviewé qui pour moi, pour nous même en tout cas pendant l'interview, la différence, je pense, j'espère, pour vous aussi, auditrices et spectatrices. Combien il y a de gens dans le game YouTube qui réécrivent leurs notes quoi? Hashtag j'ai pas d'imprimante. Et au risque de me répéter, ça demande d'autant plus de disponibilité et de forme que je gère la prise audio-vidéo, les cuts pendant le tournage. Je check plusieurs fois en off pendant le tournage que tout aille bien pour la personne interviewée. Je lui demande aussi s'il y a des choses que je dois modifier dans ma façon de m'adresser à elle, lui, elle. Je sais pas, ça peut être aussi sur une attitude, un tempérament, j'en sais rien. Enfin voilà, en tout cas, je check sans arrêt. Vous, ça se voit pas, c'est invisible au moment des épisodes, mais il y a énormément de coupures en fait, et des coupures pendant lesquelles, avec la personne interviewée, on vérifie que tout soit
soit ok, etc. quoi. Donc il y a tout ça à gérer et en plus donc je mène l'interview avec ce que partage la personne de son histoire personnelle quoi, et j'essaie de garder le fil aussi de mon tronc commun de questions qu'on va retrouver plus ou moins dans l'ensemble des épisodes de cette saison. Je reviens pas plus en détail sur le fait qu'en plus d'avoir à gérer ça, il y a aussi évidemment le fait que je gère un voyage en minivan en solitaire, qu'en même temps je porte le matos et les charges mentales qui vont avec depuis plus de 2 mois au moment de ce tournage. Bah écoutez, n'en déplaise à Eldeberry et toutes les personnes qui ont pris l'habitude d'intro hyper longues, en tout cas d'intro de plus ou moins 15 minutes à chaque fois, en fait celle-là elle est quasi terminée. Parce qu'en fait entre le tournage de l'épisode avec Sandra le matin et le tournage avec Letty le soir, j'ai pas eu le temps de vivre grand chose. Donc ça fait une short intro, voilà, j'imagine que ça vous plaira pour une fois. Je veux pas parler à la place de Letty, mais quand même je vais mouiller un peu en disant que je pense que vraiment ce travail-là on l'a fait ensemble. Bon évidemment hein, tu me diras, mais on l'a fait aussi avec cette même envie en fait de nourrir nos luttes, de présenter et archiver nos vécus, de montrer que les rencontres entre Gwyn militantes aussi c'est à la fois évident, passionnant, et que l'une et l'autre aussi on fait vraiment notre maximum pour visibiliser nos vécus et nos fiertés lesbiennes, entre autres sujets et entre autres choses. Et comme l'a dit récemment Virginie Despentes à l'occasion de son discours pour les 10 ans anniversaire et les 10 ans de lutte de l'équipe de football militante Les Dégommeuses. Jouer est ce qu'on a de plus important à faire. Jouer en équipe est ce qu'on a de plus important à faire. Être capable de garder nos imaginaires en forme, nos imaginaires collectifs, nos récits de nous-mêmes et de nos puissances qui soient contre-hégémoniques, c'est-à-dire qui n'obéissent pas aux normes ni aux attentes, est vital et annonce quelque chose de précieux. Les temps changeront. Et ils changeront en fonction de la pression qu'on appliquera sur nos réalités. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a fait avec Letty. Et j'espère que ce contenu vous plaira et que vous serez un bon supporting club de ce jeu-là, quoi. Je vais conclure comme d'hab et toujours sincèrement en remerciant Letty évidemment pour son enthousiasme et son implication. Merci également pour ton éducation bienveillante et attentive à me demander par exemple quand je suis arrivée en bas de chez toi, je t'ai envoyé un texto et tu m'as dit est-ce que tu veux que je descende t'aider à porter des affaires. Une fois sur place, voilà, tu m'as proposé de l'eau, j'en sais rien, en tout cas tu as été vraiment au top là-dessus. Ça faisait du bien, ça faisait plaisir, tu as continué à le faire tout le long de ce long interview. J'ai envie de dire laborieux mais au final pas tellement parce que je pense que toi et moi on a quand même pas mal apprécié ce moment-là et ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques moments assez rigolos parce que moi je partais dans des phrases improbables, déjà que j'en fais pas mal à jeun quoi, en tout cas sans fatigue. Mais là du coup il y a des moments où j'étais complètement larguée, t'as toujours été quand même assez bienveillant et à la cool là-dessus, ça a été l'occasion de rigoler, c'était vraiment un chouette tournage en tout cas pour ma part. Et merci évidemment pour ça. Sur ce, moi j'arrive à la fin, il est temps que je parte d'ici, j'ai bientôt plus d'eau, je suis liquéfiée. Je vous souhaite un très bon épisode en compagnie de Letty, a.k.a. Amour et Fumigène, a.k.a. Désespoir Podcast, a.k.a. Méphistophéllation, et probablement encore plein de a.k.a. et de blazes que j'ignore parce que franchement la personne en a sous le pied. Et on en reparle dans l'interview, Yael vous en parle dans l'interview. Et j'espère que vous allez kiffer tout ça et que vous aurez la curiosité d'aller cliquer un peu sur le lien que je vais vous donner. Quant à nous, on se retrouve comme d'hab bientôt pour le prochain épisode, peut-être même pour d'autres contenus d'ici là. Et je vous souhaite de prendre soin de vous et de ce témoignage plein de love et de fumigène. Et comme la dernière fois, je vais vous montrer quand même le spot de tournage. Parce que je sais pas si ça se voit, je sais pas la tête que j'ai parce que je vois rien en fait à l'écran. J'ai un tout petit écran comme ça là. Mais en fait je me suis déchirée, je suis passée dans la garrigue pour venir tourner ici. Je me suis un peu paumée dans les chaînes j'avoue. Et en fait je pense que genre j'ai des morceaux de bois dans les cheveux, j'ai machin. Mais ça fait plaisir, voilà. Je m'accroche pour vous offrir du kiff. Et du coup quand même je vous montre ça, histoire de que je me sois pas arraché les vêtements et la peau pour rien. Cette phrase n'était pas indispensable je pense. Allez, je vous montre ça. A bientôt, ciao et merci. À acheter Stone Boot Stone. J'arrive jamais quoi. Mickey Parade. Avant de commencer, du coup, je voulais te demander quel pronom j'utilise pour m'adresser à toi, s'il te plaît. Alors, soit Yel, soit tu alternes entre il et elle. Donc, par exemple, les adjectifs, un coup au masculin, un coup au féminin, ça me va très bien parce que parler à l'inclusif, avec moi-même j'ai du mal et ça me gonfle vite. Des fois, de faire des, tatou heureuse, ça va encore, mais il y a des fois des trucs,
Genre parler de moi pour dire formateurice. Bon, un coup j'ai envie de dire formateur, un coup j'ai envie de dire formatrice, tu vois. C'est... Ok, donc du Voilà. coup, C'est... je jongle entre les deux. C'est ça. Le seul mégenrage possible, c'est de rester focus sur un seul, sur il ou sur elle tout le temps. Okay. C'est le seul. Tant que tu alternes ou que tu fais à l'inclusif, c'est bon. Ok. Donc, tu peux commencer par te présenter. Alors, je m'appelle Letty. Je suis donc lesbienne, non-binaire, polyamoureuse. Je suis militante queer. Et je fais pas mal de choses. Je produis un podcast, je fais de la photo, je fais de la vidéo et je fais des formations. Je suis aussi une grande sportive, donc du coup je donne des cours de boxe en non-mixité queer. C'est important pour moi. Et l'amour de ma vie ici présente s'appelle Freya. Voilà. Faut quand même la présenter puisqu'elle est là. Est-ce que tu peux essayer de dresser un petit contexte social dans lequel tu as grandi et évolué jusqu'à aujourd'hui ? J'ai grandi, j'ai été élevée quasiment que par ma mère. Je voyais mon père, mais ils étaient séparés depuis que j'étais enfant, donc je le voyais un week-end sur 2, la moitié des vacances, voilà. Donc pour moi, c'est ma mère qui m'a éduquée et mon beau-père. Mais vraiment, pour moi, j'ai le souvenir que c'est ma mère qui m'a élevée. Et on était... En fait, quand j'étais enfant, on s'en sortait pas trop mal, mais on est vite devenu plus précaire. Donc du coup, je sais pas trop de quelle classe sociale je proviens, mais voilà, c'était pas... les fins de mois étaient difficiles, et le sont toujours. Donc voilà, on a grandi plutôt dans la banlieue lyonnaise. Enfin, j'ai grandi plutôt dans la banlieue lyonnaise. Par contre, j'avais la chance d'être d'une famille d'origine andalouse. Donc du coup, tous les étés, on partait en Andalousie pendant 1 mois, 2 mois, parce qu'on avait encore de la famille là-bas. Donc au moins, j'ai pas mal bougé quand j'étais enfant. Ça, c'est cool. Est-ce que tu peux essayer en fait de nous dresser un petit portrait de l'enfant que tu étais et de l'ado que tu étais ? Je vais essayer parce que j'ai très peu de souvenirs d'enfance en fait. Genre mes souvenirs vraiment commencent à partir de 10-12 ans, mais avant à part mes souvenirs de vacances en Espagne, j'en ai pas énormément. Mais pour moi j'ai eu une enfance quand même heureuse, on va dire ça déjà. En fait je suis enfant unique. Donc du coup, et avec des parents séparés, moi le souvenir que j'ai de mon enfance, c'est que j'avais tout le temps les cadeaux en double. Déjà, franchement là-dessus, j'étais bien choyée. Mais par contre, il y a un truc, c'est que je m'entendais pas du tout avec les autres enfants. Mais j'ai jamais trop été avec les autres enfants de mon âge. J'étais tout le temps avec les adultes. Ouais, non, je les aimais pas, les enfants. Je sais pas. Enfin, je saurais même pas. Là, j'ai pas de souvenir précis, donc je saurais même pas dire pourquoi. Mais j'étais pas à l'aise avec les autres enfants, quoi. Et vraiment, je crois que j'ai commencé à être à l'aise avec les gens de mon âge au lycée, quoi. Avant, je me racontais énormément d'histoires avec mes peluches et mes figurines. Du coup, j'étais un enfant plutôt calme. Parce que je me racontais tout le temps des histoires et j'avais pas besoin de compagnie. Je me créais ma compagnie avec mes animaux, mes histoires. J'avais tout le temps des animaux. J'ai grandi avec des animaux. Et voilà. Est-ce que tu peux me dire si tu as fait ta scolarité en école publique ou privée ? Alors, au début, j'étais en public. Ma mère m'a mis dans le privé au collège. Donc j'ai fait tout mon collège en privé. La première année de seconde en privé aussi. Et là, en fait, ça se passait mal. Enfin, je ne supportais pas. Donc j'ai dit à ma mère... c'est soit tu me mets dans du public, soit je vais décrocher. Et c'est un petit peu dommage vu que je suis bonne élève. Donc bon, du coup j'ai fini le lycée en public. Mais ouais, j'ai fait tout mon collège en privé. Le collège ça va, j'ai pas trop ressenti que j'étais dans du privé en fait. C'était un collège assez cool quand même si c'était privé. Et par contre le lycée c'était un autre délire quoi. On me faisait bien comprendre que j'étais pauvre par rapport aux gens qui étaient dans ce lycée et on me faisait bien comprendre que j'étais pas dans le moule quoi. Est-ce que tu arrives à dire à quel moment tu as commencé à ressentir tes premiers émois lesbiens ? Et pareil, à partir de quand tu as commencé à te questionner sur ton genre ? En fait, il y a eu plusieurs déclics. Ça s'est pas fait d'un coup. Je pense que je m'en suis pas rendu compte, mais avec le recul, j'ai compris plus tard que les amis que j'avais, les amis IE,
que j'avais quand j'étais enfant, bah en fait, peut-être que peut-être que j'aurais bien aimé que ce soit mes amoureuses, quoi. Mais forcément, malheureusement, je pouvais pas m'en rendre compte à cet âge-là parce qu'on nous dit pas que c'est possible. Parce qu'on nous demande si on a un amoureux, pas si on a une amoureuse. D'ailleurs, on nous demande si on a un amoureux ou une amoureuse et pas plusieurs. Ça, j'y reviendrai. Ça, enfant, maintenant je m'en rends compte, mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Je crois que un moment un peu charnière, c'est un peu random, mais j'étais ado, j'avais quoi, genre 15 ans. L'hétéronormativité avait bien fait son travail, donc j'étais une ado très féminine en couple avec un garçon. Et quand je le dis, d'ailleurs, j'ai pas l'impression de parler de moi-même tellement c'est étrange. Donc, j'étais chez ma mère avec mon copain de l'époque, tellement étrange. Et il y avait genre les clips musicaux qui passaient à la télé. Et là passe le clip Te Amo de Rihanna. Et ce clip, il m'a fait quelque chose, j'étais pas préparée. Clairement, j'étais scotchée devant l'écran. Plus rien d'autre n'existait à part Rihanna et Laetitia Casta à ce moment-là. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Et là, je me suis dit, attends, ce clip, il me fait cet effet-là, à ce point-là. Pourquoi ? Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que je ressentais pour ma meilleure amie de l'époque et à me dire c'est pas de l'amitié, c'est clairement pas de l'amitié. Et une chose en entraînant une autre, une rencontre en entraînant une autre, bah j'ai compris qu'au début je pensais être bi parce que hétéronormativité, voilà. Mais j'ai assez vite compris que non, parce que dès que j'ai eu une première copine, que j'ai après voulu ressortir avec un garçon, j'ai littéralement eu envie de vomir. Donc je me suis dit non, mais c'est bon. on va rester avec les filles où personne n'a signé femme, ou pas avec les mecs cis en tout cas. Donc ça s'est fait progressivement, mais assez rapidement en même temps. En l'espace d'un an, je suis passée de je me disais hétéro à je me disais lesbienne. Et je suis passée de féminine à androgyne, mais vraiment en l'espace d'un an. Et je pense que c'est le clip de Rihanna qui a enclenché la machine. Tu sais préciser pourquoi du coup ce clip-là ? Est-ce qu'il y a une représentation parce que t'as Rihanna et Laetitia Casta qui sont en train de limite faire du sexe BDSM. Enfin, c'est très érotique, c'est très BDSM et c'est très sensuel. Et Rihanna et Laetitia Casta, quoi, pardon, mais bon. Voilà. Puis bon, les paroles de la chanson disent en fait. Elle m'a dit je t'aime, mais te amo en italien du coup, je crois que ça veut dire je t'aime. Enfin, elle m'a dit te amo, je crois que ça veut dire je t'aime, je ne sais pas si je le ressens de cette manière. Il y avait tout, il y avait tout. Par rapport à la non-binarité, du coup, est-ce que tu veux l'évoquer maintenant Ouais, c'est venu beaucoup plus tard, c'est beaucoup plus récent ça fait 1 an que je mets les mots dessus et que... En fait, ça fait plus longtemps que je me questionne sur mon genre, mais sans vraiment oser me questionner. Et ça fait 1 an que j'ai vraiment mis les mots dessus, que j'ai compris qui j'étais et que je l'assume et que je me sens tellement mieux. Ouais, c'est toujours pareil, en fait, avec le recul, tu te rends compte que t'as toujours ressenti ça, mais que t'osais pas te le dire, ou que t'avais pas les mots pour le dire aussi. Et ouais, c'est en rencontrant d'autres personnes non binaires, d'autres personnes trans, que je me suis dit... Oui, puis c'est mes relations aussi, qui à force de me poser la question, me dire mais t'es sûre ? Parce que moi je suis pas sûre. Ah bah peut-être que, si on me le dit plusieurs fois, peut-être qu'effectivement il faut que je me pose la question quoi. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'homosexualité, ou en tout cas, est-ce que tu saurais dire à quel moment tu as entendu ça ou vu cette réalité-là quelque part dans ton environnement ? Et est-ce que dans tes sphères privées, que ce soit familiales ou j'en sais rien, dans les milieux dans lesquels tu gravitais, est-ce que tu avais déjà soit eu des références, des modèles de personnes LGBTQIA+, soit entendu des propos lesbophobes, transphobes, homophobes d'une manière générale ? J'ai pas particulièrement eu de représentation dans ma jeunesse. En fait, je regardais la télé avec ma mère, quoi, et ma mère regardait M6 en boucle. Et on regardait beaucoup la trilogie du samedi soir. Donc c'était pas spécialement des représentations, en général, c'était plus... moi, je me souviens de Charmed, qui a vraiment bercé mon enfance. Et cette série, oui, il y a Phoebe qui a des relations parfois avec des femmes, mais on sent que c'est vraiment un truc exceptionnel,
parce qu'elle est sous l'emprise d'un sortilège ou voilà. Enfin, du coup, moi j'avais plutôt cette représentation-là de ouais, c'est possible, mais c'est un petit peu en dehors des sentiers battus. En même temps, c'est ce que la société veut te transmettre, donc bah voilà. Et j'avais pas de personnes dans mon entourage, il n'y avait pas dans ma famille de personnes homo ou quoi, donc j'avais pas cette représentation-là proche de moi. Et du côté de mon père, c'est une famille un peu plus qui vient de la campagne. Alors, je devrais pas dire ça parce que ça stigmatise la campagne, mais moi, l'expérience que j'en ai, c'est pas une bonne expérience parce qu'à chaque fois que j'allais, parce que du coup j'ai grandi plus proche de Lyon et à chaque fois que j'allais voir ma famille en Franche-Comté, moi j'en ai pas des bons souvenirs, c'était pas une bonne expérience parce que j'entendais que des propos racistes, homophobes, transphobes, j'entendais que ça quoi, vraiment tout le temps et encore aujourd'hui c'est le cas. Alors ça s'est un peu calmé évidemment sur l'homophobie, en tout cas moi je l'entends plus, mais bah oui. Moi, je suis d'accord. Ouais, du coup, c'est vrai que j'ai pas grandi en me disant. J'ai pas grandi ni en me disant que c'était pas ok, ni en me disant que c'était ok. C'était une possibilité, mais une possibilité compliquée quand même. Et heureusement, je savais que ma mère était complètement ok avec ça et que je pouvais lui en parler. Et là-dessus, au moins, c'était pas. J'en avais pas peur pour moi-même. Mais j'avais pas de représentation positive, vraiment pas quoi. Après, dès que j'ai compris que j'étais lesbienne, je suis tombée sur The L Word. J'étais fan de The L Word, j'étais accro à The L Word, et voilà, j'ai eu ma représentation. Ouais. Donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir d'autres représentations. J'ai commencé à rencontrer au lycée. J'étais plus seule d'un coup. Enfin, j'étais en L et dans ma promo. Dans ma classe, il y avait les gens avec qui je m'entendais le mieux. On était tous queer plus ou moins. Il y avait un mec gay, un mec bi, 3-4 meufs bi, 2 lesbiennes. Enfin bon, c'était. On pouvait en parler entre nous. Et on pouvait s'ouvrir à des choses entre nous. Voilà. Enfin, du coup, j'ai regardé aussi Queer as Folk, qui est plus orienté gay. On est sortis en boîte lesbienne et gay avant l'âge légal. Parce que voilà, on arrivait à le faire et on était entre nous, donc c'était cool. Et du coup, j'ai pu avoir mes premières copines. Les premiers sites aussi de rencontres. Attention, Zagay. Waouh, Zagay. Je sais même pas si ça existe encore. Il y avait des forums. En fait, c'était un site. C'était génial. Pour une ado comme moi qui se découvrait, c'était génial, Zagay, parce que non seulement tu pouvais rencontrer des personnes, discuter avec des personnes, et en plus, tu avais des forums. C'était génial. T'avais... c'était que des gens, que des ados qui se posaient des questions sur leur sexualité, sur leur orientation, alors sur leur identité de genre, à mon époque, moins. J'ai l'air vieux quand je dis ça, mais on en parlait moins. Je me souviens qu'on en parlait moins. Mais du coup, on pouvait vachement parler avec des gens de notre âge de toute la France, des questions qui nous traversaient. Donc c'était trop cool. Est-ce que tu peux préciser éventuellement ton âge et du coup préciser à quelle période, au moment où tu as atterri sur ces forums et ce site dont j'ignore l'existence, voilà, quel âge tu avais et à quelle époque c'était? Je vais avoir 27 ans dans quelques mois. Et je devais avoir aux alentours de 16 ans quand je suis tombée sur ce site, sur Zagay. Du coup, c'était il y a une dizaine d'années, donc ça devait être en 2011, quelque chose comme ça. Tu as eu besoin d'aller chercher des références au-delà de ton cercle amical, notamment tu parlais de toute ta bande de potes. Là. Est-ce que tu avais besoin d'aller chercher d'autres références, que ce soit dans le sport, la culture, tout ça? Ouais, j'ai carrément très tôt ressenti le besoin de militer. Tout de suite en fait. Je crois que j'ai commencé à avoir une vie sexuelle vers 15 ans. J'ai commencé à comprendre que j'étais lesbienne vers 16 ans et à 17 ans, je militais dans une asso. En plus, ça tombait pile pour le projet de loi sur le mariage pour tous. Donc, il y avait de quoi faire. Mais malheureusement, ça m'a aussi un peu traumatisée parce que c'était hyper violent en fait. Moi, ça faisait 1 an que je mettais des mots sur mon orientation sexuelle. Et il y avait des gens tous les jours, à la télé, à la radio, dans la rue, qui disaient que j'avais pas le droit d'exister, d'aimer qui je voulais, de me marier, et que j'étais contre nature, et que tout ce que tu veux.
Et en plus, je les voyais, vu que j'allais manifester, ils étaient en face de moi. Et vu que j'étais dans une asso, on rencontrait aussi des élus. Et j'organisais avec mon asso un festival de films et de courts-métrages LGBTQIA+. Donc c'est l'association Face à Face à Saint-Étienne et c'était un festival, je crois que le festival s'appelle Face à Face aussi. Et c'était intense, c'était génial, j'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup de personnes queer de tout âge, de toute génération. Et du coup j'ai aussi beaucoup appris sur l'histoire de la communauté. J'ai beaucoup appris sur toute la période du sida, en fait, de l'épidémie de sida, parce que les présidents de l'association dans laquelle j'étais, c'était un couple d'hommes gays qui avaient perdu des amis à cause du sida. Il y avait un couple de lesbiennes aussi qui était juste en dessous hiérarchiquement. Pareil, avaient aussi perdu des amis à ce moment-là. Et eux, ils attendaient qu'une chose, c'était que la loi passe pour pouvoir se marier. Donc c'était vraiment hyper intense et ça a été hyper porteur d'un coup parce que à peine j'ai compris qui j'étais, j'ai tout de suite appris dans quelle histoire je m'inscrivais aussi. J'ai compris qu'il y avait des gens qui s'étaient battus avant moi et qu'il fallait que je me batte pour les gens qui viendraient après moi. Je l'ai compris tout de suite. Donc, mais par contre, ça a été violent parce que vraiment, je me souviens de rentrer des soirs en pleurant parce que c'est horrible de s'entendre dire toute la journée que t'as pas le droit d'être qui tu es. Et du coup, après, j'ai eu besoin de faire une longue pause avec le militantisme. Pendant toutes mes études supérieures, j'ai absolument pas milité. Et j'ai repris après. Tu as... Pas de souci. Tu as évoqué tes études supérieures, est-ce que tu veux en parler ? Ouais, du coup, j'ai fait les Beaux-Arts à Aix-en-Provence, donc j'ai fait les 5 ans. C'était vraiment une formation très très chouette. Donc il y a beaucoup de personnes queer, il y a aussi majoritairement plus de personnes assignées femmes que de personnes assignées hommes. Moi, ma promo, c'était quand même assez équitable. Mais en fait, ce qui est énervant, c'est que de manière générale, dans les écoles d'art, pour parler de manière binaire, tu as plus de femmes que de mecs. Mais à la sortie des écoles, les artistes qui vont avoir du succès, qui vont avoir des expos, qui vont être reconnus, c'est des mecs. C'est beaucoup plus dur quand tu es une personne assignée femme, bon ça dans tous les milieux malheureusement, mais dans les beaux-arts aussi. Et en plus, tu as une date de péremption en tant qu'artiste. C'est-à-dire que nous, ce qu'on nous disait à l'école, c'est si à 40 ans vous n'avez pas eu de succès artistique, c'est fini pour vous. Finalement, quand tu sors et que tu as 25 ans, quelque chose comme ça, et que tu te dis j'ai jusqu'à 40 ans pour avoir du succès, si t'es un mec cis, ça va. Si t'es pas un mec cis, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu as fait ces études, est-ce que tu avais une envie particulière derrière ? Tu sentais en tout cas que c'était l'endroit où tu devais être, ou est-ce que tu avais à long terme justement une envie particulière ? Alors j'avais pas d'envie particulière. Je savais que c'était ce que je voulais faire, mais me projeter dans l'avenir c'était compliqué parce que je savais très bien que un diplôme des Beaux-Arts, tout le monde s'en fout concrètement. Du coup, j'ai pas voulu penser au lendemain. Après, je savais qu'il y a un milieu de l'art alternatif, il y a un milieu de l'art queer, il y a un milieu de l'art... Et ça m'intéressait bien plus que le monde de l'art contemporain guindé. J'avais même envie de faire mon mémoire pour critiquer ça, mais on m'a dit « mauvaise idée si tu tiens à ton diplôme ». Donc j'ai changé de direction, mais voilà. Toujours est-il que, effectivement, j'ai eu des expos en sortant de l'école. J'en ai pas eu autant que mes collègues hommes cis. Clairement. Voilà. Expo dans quel domaine ? C'était des installations vidéo-son. Après, j'ai commencé à me dire bon, il va falloir trouver un moyen de gagner sa vie, quoi. Donc j'ai fait des jobs alimentaires, comme j'ai envie de dire comme tout le monde, mais non, il y a des privilégiés. Mais donc j'ai fait un job alimentaire, 2, 3, jusqu'à être licenciée 1 fois, 2 fois, parce que en fait le monde du travail c'est pas pour moi. J'ai pas le choix, mais voilà. Et du coup, j'ai eu droit au chômage. Là, j'arrive à la fin de mon chômage, mais ça fait 2 ans que je suis au chômage et que je vis ma meilleure vie au chômage parce que je peux développer mes projets. Je prends le chômage comme un salaire pour mes projets perso. Du coup, je me suis lancée en tant que formatrice indépendante. Donc, je donne des formations sur le montage vidéo, sur le podcast.
J'adore enseigner, mais c'est compliqué, encore une fois, quand on est queer, de se pérenniser dans quoi que ce soit, en fait, et d'être stable, de ne pas avoir une situation précaire, voilà. Donc il n'y a qu'en indépendant qu'on arrive à faire ce qu'on veut, et en fait, être indépendant, c'est vraiment dur, quoi. Donc voilà, je fais mon podcast, je ne touche rien du tout dessus, pourtant je fais tout de A à Z, même la musique, hein. Donc c'est énormément de travail non rémunéré, et c'est du contenu pédagogique, en plus militant, donc c'est aussi quelque chose de... Enfin, ça me demande beaucoup personnellement, quoi, en dehors du travail, enfin voilà. Puis après, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? J'ai voulu faire de la radio, parce que j'en ai fait pendant que j'étais à l'école, et j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est très difficile de se faire une place dans le monde de la radio. C'est bouché, c'est complètement bouché. Si t'as pas 10 ans d'expérience, tu rentres pas. J'ai voulu être prof d'art plastique, j'ai voulu passer mon CAPES et mon agrég, et en fait je me suis dit non, l'éducation nationale, ça va me... Non, je vais pas aimer. Tu as évoqué ton podcast, mais tu n'as pas donné les refs particulièrement. Où est-ce qu'on peut les écouter ? Comment ça s'appelle ? De quoi ça parle ? Mon podcast parle de questions queer, donc de transidentité, beaucoup. Ça revient quand même beaucoup. Ça parle de transidentité, ça parle de lesbianisme, ça parle de manque de représentation. Le dernier, il parlait de comment on se réapproprie son identité à travers notre corps en tant que personne queer. Donc il y avait pas mal de personnes qui sont intervenues dans le podcast, 5 je crois. 4 danseuses, non, il y avait 4 personnes. 3 danseuses et une bodybuildeuse non binaire qui a découvert sa transidentité dans sa pratique du bodybuilding. Donc ça a aussi changé son approche du bodybuilding. Et pourquoi j'ai dit 5 ? Parce qu'en fait, moi aussi, je témoigne dedans de ma propre approche du sport et comment ça a fait évoluer mon identité et comment aujourd'hui l'un et l'autre se nourrissent. Le prochain va parler de testostérone. Parce que je suis en train de lire Testo Junkie de Preciado. Et voilà, du coup, c'est disponible sur toutes les plateformes, sauf SoundCloud. On n'a pas le nom ? Oui, on n'a pas le nom. Ça s'appelle Désespoir en 2 mots parce que j'aime beaucoup les jeux de mots. Désespoir. Et mon compte Instagram, c'est Amour et Fumigène et je produis beaucoup d'autres choses sur mon compte Instagram. Nickel. Petit instant promo. Non mais il faut. Est-ce que tu veux également préciser depuis quand tu fais ça ? Pourquoi tu le fais ? La fréquence, il me semble que tu en as parlé, de la fréquence des sorties. Moi, je te l'ai dit, mais pas... Enfin, je te l'ai dit en off. Ok, c'est le moment. Du coup, j'essaie de sortir un épisode par mois. J'en ai pas sorti en juillet parce que j'avais besoin de faire une pause. J'ai commencé en début d'année 2021. Pourquoi ? Ça me semble... En fait, c'était juste une évidence. Je me suis dit, je fais du son. J'aime beaucoup enregistrer les gens parler d'eux-mêmes. J'aime beaucoup apprendre des choses aux gens et j'aime beaucoup militer. Bon, il se trouve que tout ça, ça peut faire un podcast. Donc en fait, c'est venu c'est venu tout seul. Et à partir du moment où j'ai commencé, j'ai eu super peur de lancer le premier épisode. Voilà, syndrome de l'imposteur x 1000. Mais une fois qu'il a été lancé et les premiers retours que j'ai eus m'ont fait tellement de bien que je me suis dit, mais il faut surtout pas que je lâche le truc, quoi. Même si c'est énormément de travail à moi seule, c'est trop précieux. Enfin, en fait, on en a besoin. Justement parce qu'on manque de représentation, justement parce qu'on a besoin d'entendre des gens qui ont des vécus proches d'une autre pour pouvoir se comprendre nous-mêmes. C'est hyper important. Enfin, moi, tous les retours que j'ai eus, c'était ça. Des gens qui me disaient, ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter ton podcast, j'ai compris des choses, machin. Juste pour ça, ça vaut le coup. Est-ce que tu peux du coup reparler de ton rapport au sport et de ta pratique sportive en général ? Depuis quand tu pratiques et aujourd'hui quelles sont tes pratiques et pourquoi ? Ouais, alors c'est drôle parce que je détestais le sport quand j'étais au collège-lycée. Mais parce que en fait la manière dont c'est fait au collège-lycée c'est juste catastrophique. Enfin bon, voilà. Donc je faisais tout le temps des fausses... J'ai appris à faire des faux papiers pour me faire des fausses dispenses de sport. Tellement, hein. Et en fait, à partir du moment où du coup je suis rentrée dans les études supérieures, où j'ai eu 20 ans, ça a commencé à m'intéresser. Je sais même plus d'où c'est parti, mais je voulais faire du sport et je savais pas du tout quoi faire comme sport. J'ai très vite compris que les sports d'équipe ça allait pas me plaire, que je voulais un truc un peu solitaire, un peu pour être en compétition avec moi-même. En fait, tout de suite ça a été les sports de combat. J'ai tout de suite su que je voulais apprendre à me battre en fait, et que je voulais découvrir ma force. Je pense que c'était ça en fait. Et du coup, je suis direct allée dans un sport. En plus, le sport de combat, il y en a plein. Il y en a des plus ou moins hard. J'ai pris un des pires. T'as pris le MMA ou... Non.
Aujourd'hui, j'ai envie d'en faire, mais j'ai commencé par la Muay Thai. Donc c'est de la boxe thaïlandaise. Et en gros, quasiment tous les coups sont permis, quoi. Hein. Et j'ai adoré. En fait, je suis tombée accro dès la première séance. J'ai fait, mais c'est ça, mais c'est fait pour moi, en fait. Et à partir de là, je suis devenue hyper sportive. Mais vraiment, je suis passée du tout au tout. Et d'un coup, en plus, au même moment, je me suis dit, tiens, si je devenais végane. Et du coup, j'ai commencé à faire hyper attention à mon alimentation, au sport. Et j'ai vu mon corps se transformer. Je me suis vue prendre énormément de masse musculaire d'un coup. Et j'ai kiffé. Et je me suis sentie mieux dans mon corps en étant musclée. Du coup, je me suis dit, mais ouais, vraiment, là, je m'aime bien, là, comme ça. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la musculation en parallèle des sports de combat. Et là, c'était vraiment dans un but de construire du muscle pour être bien dans mon corps. Et c'était vraiment ça l'objectif dans la musculation. Et aujourd'hui, ça a changé parce que j'ai commencé à faire d'autres pratiques sportives au fur et à mesure. J'ai fait d'autres sports de combat, j'ai fait de l'escalade, du foot avec les débuteuses, donc qui est une équipe féministe engagée à Lyon. J'ai commencé à faire du roller. Et la muscu s'est transformée. Non seulement je veux effectivement avoir un corps musclé, parce que je me sens mieux dans mon identité avec un corps musclé, mais je veux aussi gagner en force. Je veux être capable de soulever des charges lourdes. Je veux être capable de faire beaucoup de pompes. Je veux être endurant. Je veux pouvoir courir longtemps. Enfin, voilà. Tout ça, avant, c'était pas du tout dans mes objectifs. Je m'en foutais, mais royalement. Et c'est venu en faisant. C'est vraiment venu en faisant, en voyant mon corps évoluer. Au début, c'était juste la passion du sport de combat. J'ai vu mon corps évoluer. Et là, c'est devenu de plus en plus genre, ouais, en fait, vraiment... Et même mentalement, en fait, je sais que c'est cliché, tous les sportifs disent ça, mais la décharge d'endorphine, quoi, on va pas se mentir, c'est quand même vachement cool. Mais il a fallu que ça vienne de moi, parce que ce qui m'était présenté à l'école ou quoi, ça me plaisait pas du tout. T'as dit que t'étais plutôt sport individuel, et pourtant t'as eu un moment foot. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Ouais, en fait, c'est super récent. C'est genre il y a 2 mois que j'ai rejoint les débuteuses. J'ai pas fait tant d'entraînement que ça parce que en fait, c'est le mardi soir et je sais pas ce qui se passe le mardi soir, mais en général, je fais autre chose. Et bref, du coup, j'en ai pas fait beaucoup, mais le peu que j'ai fait, ça me plaît vachement. Déjà, ce qui me plaît, c'est que c'est dans un contexte militant quand même. J'ai l'impression qu'on se réapproprie un sport qui est devenu vachement macho, vachement médiatisé. Et c'est cool de se le réapproprier en tant que personne queer. Enfin, c'est vraiment chouette. Queer ou pas d'ailleurs, enfin, il y a aussi juste des femmes cis, c'est ok. Et c'est juste chouette qu'il n'y ait pas d'hommes cis dans le tas en fait. Et du coup, je découvre le sport d'équipe dans ce contexte-là. Et ça me plaît. Enfin, en fait, il n'y a que dans ce contexte-là que ça peut me plaire. S'il y a des mecs cis dans l'histoire, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais là, c'est bon. Et du coup, j'ai découvert que je me plaisais bien en défense et qu'apparemment, j'étais pas si mauvaise en défense. Voilà. Mais ça fait 2 mois, quoi. Tu as parlé de tes origines andalouses au tout début de l'interview. Est-ce que tu as envie d'en parler ? Visiblement, mon chat a envie d'en parler. Pourquoi pas ? Je sais pas trop quoi en dire. En fait, c'est marrant parce que c'était un truc hyper... J'ai grandi avec ce truc assez important. En fait, ma mère m'a beaucoup éduquée dans ce truc t'es andalouse. Mais je sens pas trop l'impact sur moi parce que en fait, ça se voit pas. Enfin, dire autant ma mère, on lui parle en arabe dans la rue, autant moi... Non. Donc, ok, c'est mes origines, mais bon, en fait, je suis née, j'ai grandi en France, et du coup, oui, quand je bronze, ça se voit un peu plus, mais bon, c'est pas non plus... Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une fierté familiale de ces origines-là, et du coup, quand il y a des fêtes familiales, ça ressort, et c'est vachement chouette. Ça danse, ça chante, ça... Voilà. Et c'est cool parce que ça me rappelle que je viens pas que d'ici en fait. Et ça me rappelle aussi que je viens d'une famille d'immigrés, mine de rien, que ma mère est pas née en France. Et c'est chouette parce que c'était en 2018, je suis partie au Maroc pour une résidence artistique. Et l'Andalousie, c'est une partie de l'Espagne qui a été colonisée pendant 900 ans par les Maures, qui sont, il me semble, d'origine marocaine si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, on est autant espagnol qu'arabe en soi. Hein. Et du coup, quand je me présentais aux gens au Maroc, qui me demandaient d'où je venais, là, je disais mes origines, parce que je savais que derrière, on allait me dire « Ah, ma sœur, c'est bon, t'es de chez nous !» Parce qu'en fait, au Maroc, je voyais des monuments andalous, en fait. Enfin, de la période al-Andalus, en fait, justement, où en fait, c'était très flou entre le Maroc et l'Espagne, quoi. Et je voyais des trucs écrits en espagnol et tout, je disais « Bah ouais, je me sens un peu chez moi, en fait, finalement. » Que pour ça. Parce que pour le reste, mon look androgyne, non, clairement je me sentais pas chez moi. Mais là-dessus c'était chouette parce que du coup je suis partie pour la première fois dans un pays et j'y avais des attaches quelque part parce que mes grands-parents sont mariés à Casablanca, enfin voilà, mon grand-père parlait arabe autant qu'espagnol et que français. Voilà. Du coup en voyageant, là je me rappelle que voilà, mais sinon en soi au quotidien... j'ai une tête d'européenne, quoi. Je suis une personne blanche, même si mes origines ne le sont pas. Je bénéficie du privilège blanc, j'en ai parfaitement conscience. J'ai des amis qui ont les mêmes origines que moi, mais ça se voit beaucoup plus. Ils subissent pas les mêmes choses que moi, quoi. Donc voilà. C'est mes origines, mais j'en ai que les bons côtés, pour le coup. Tu as évoqué une passion, je sais pas si c'était un passion, mais en tout cas c'est celui qui m'est venu pour la musique et le fait que tu composais aussi. Est-ce que là il n'y aurait pas une part d'influence aussi familiale, parce qu'il me semble que dans ces cultures-là, la musique est très présente. Ouais. Ah bah oui, moi quand j'étais enfant, c'était les soirées sur la plage avec la guitare, voilà, c'était ça. Hein. Donc oui, j'ai eu envie de faire de la guitare très jeune. Enfin, il y avait toujours une guitare quelque part, partout où j'allais. Ça, c'était voilà, il y avait toujours une guitare quelque part. Mais c'est pas de la guitare que j'ai fait, parce que ma mère avait pas les moyens de me payer des cours de musique. Mon père, par contre, oui. Et lui, c'était le piano. Donc j'ai fait des cours de piano et de chant. J'en ai absolument rien gardé, parce que le chant, clairement, aujourd'hui, je chante faux. Mais le piano, je sais faire une musique, voilà. J'ai fait un peu de guitare moi-même, j'ai appris en autodidacte, parce que ça m'est resté, cette envie de faire de la guitare. Après, j'ai fait de la musique sur ordinateur. C'était le truc le plus accessible pour moi, et encore aujourd'hui, c'est ça que je fais. Et là, j'ai vraiment pu apprendre et acquérir une certaine maîtrise. Enfin, je suis pas... Voilà, mais j'arrive quand même à faire des trucs bien, quoi, ça va. Tout à l'heure, tu disais que tu composais aussi les jingles, la musique en tout cas que tu utilises dans ton podcast. Est-ce que à côté de ça, tu crées aussi de la musique genre sous un autre nom, je sais pas, sur notre plateforme, où on peut écouter ? Pas encore. C'est en projet, mais pas encore parce que je me sens pas encore légitime. Et en fait, j'ai plein d'idées de ce que j'aimerais faire, mais il y a plein de choses qui vont dans tous les sens aussi, et je pratique pas assez la musique en fait finalement, parce que tout ce que je fais déjà me prend déjà énormément de temps. Donc c'est un projet de longue date, mais c'est un projet. Au début, quand j'ai demandé de te présenter, tu as abordé le fait d'être polyamoureux, polyamoureuse. Est-ce que tu peux aussi partager ton vécu sur ce sujet ? Ouais. Alors le vécu est récent, hein, parce que déjà je savais même pas que ça existait il y a 1 an en fait. Et j'ai rencontré une personne polyamoureuse, on a commencé par être amis et maintenant on est ensemble. Et en fait c'est grâce à Yael que j'ai appris beaucoup de choses sur le polyamour. En plus c'était une période où j'avais plusieurs relations en même temps, mais je les définissais pas, aucune d'entre elles. Et en fait, pour moi, comme pour tout le monde, parce que c'est comme ça que la société nous dit que ça fonctionne, tu peux avoir plusieurs relations en même temps, hein, mais c'est une parenthèse dans ta vie. Et puis surtout, tu peux pas en aimer plusieurs. Il y a forcément un moment donné où tu vas tomber amoureux, amoureuse d'une personne, et du coup les autres ne compteront plus. La monogamie, normée. Et en fait, moi j'avais jamais eu de problème à être en relation exclusive. Donc je m'étais pas... pour moi ça me semblait logique ce schéma. Je m'étais pas dit que c'était un schéma qu'on m'avait mis dans la tête. Parce que j'avais pas de problème à être fidèle en relation exclusive. J'avais une relation de 4 ans où j'avais pas du tout eu envie d'aller voir ailleurs pendant 4 ans. Et là, je voyais beaucoup de personnes différentes depuis quelques années, parfois plusieurs en même temps, parfois non, enfin voilà. Et je me posais pas cette question parce que juste je ne savais pas qu'il y avait d'autres modèles possibles. C'est quand même dingue. Parce que tout ce qu'on voit dans les séries ou quoi, c'est s'il y a un triangle amoureux, c'est problématique. Et il va falloir faire un choix à un moment donné. C'est forcément des histoires de tromperie, de trahison, de machin,
d'indécision, de personnes qui ne savent pas ce qu'elle veut, qui veut le beurre et l'argent du beurre. Bah oui, quel est le problème de vouloir le beurre et l'argent du beurre? Il n'y a aucune représentation médiatique positive de polyamour. Aucune. Enfin, à ma connaissance, moi, j'en vois pas là comme ça. C'est des gens que j'ai rencontrés qui m'ont apporté ces représentations-là. C'est juste fou. C'est des podcasts, c'est des vidéos, des lives, des rencontres, des relations. C'est ça qui m'a permis de me dire, mais en fait, on peut vraiment s'engager dans des relations de couple avec plusieurs personnes en même temps, aimer plusieurs personnes en même temps, et c'est super chouette en fait. Et c'est fou parce que du coup, donc là, en une année, j'ai fait mon coming out non-binaire et polyamoureux. J'en avais pas conscience encore une fois, mais maintenant je sens que je suis vraiment totalement moi-même et ok, et en phase avec moi-même. Et entre le coming out lesbien, le coming out non-binaire et le coming out polyamoureux, finalement, c'est le coming out lesbien qui m'a causé le moins de problèmes. Quand tu évoques ces trois coming out là, et tu dis que le coming out lesbien, tu dis que c'était le moins rude, et du coup auprès de qui déjà tu l'as fait, que ce soit en fait pour non-binaire, poly-lesbienne, auprès de qui tu as eu l'occasion de le faire, quels sont les retours, parce que tu dis du coup les autres ont l'air plus compliqués, quel type de retour tu as là-dessus? Ouais, bah après, peut-être que j'ai aussi le sentiment que c'est plus compliqué parce que c'est plus récent, c'est peut-être un biais. Mais en fait, le coming out lesbien, j'ai eu qu'une seule réaction négative. Donc, c'est déjà une de trop, mais enfin, je suis obligée de dire que j'ai de la chance, quoi. Parce que ma mère, ça a été au détour d'une conversation et vraiment, c'est passé oui, d'accord. Et après, enfin, moi, je voudrais savoir quelle couleur de rideau tu préférerais. Voilà. Toutes mes amies, tous mes amis, c'était ouais, ok, c'est cool. On s'est découverts ensemble et tout aussi, voilà. Enfin vraiment, la seule réaction négative que j'ai eue, ça a été mon père, où pendant 1 an, j'ai plus de nouvelles. Mais il s'est ressaisi et aujourd'hui, c'est parfaitement ok avec lui et je lui présente mes copines et c'est bon, quoi. Aujourd'hui, j'en souffre pas du tout de la lesbianité. Vraiment pas. Par contre, la non-binarité, le polyamour et de manière générale mes opinions politiques, militantes aujourd'hui, j'ai perdu une de mes meilleures amies. Voilà. C'est assez récent, donc c'est encore un peu douloureux. C'était quoi, en début d'année? Quand quelqu'un avec qui t'as mis depuis plus de 15 ans, pour qui t'as fait vraiment des trucs de dingue, que tu considérais comme une sœur, d'un coup te balance ouais, non mais en fait, lesbienne passe encore, je comprends, mais la transidentité et le polyamour, vraiment, ça représente totalement un monde étrange pour moi que je ne comprends pas. Je comprends pas comment tu peux être féministe radicale et en même temps te sentir un peu homme. Bon, alors déjà, on passera sur la façon de dire les choses, mais bon, bref. Et puis le polyamour, pour moi, c'est pas vraiment de l'amour. Enfin, bon, bref. Quand tu te prends ça dans la gueule d'une personne que tu connais depuis 15 ans, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Et une amie moins proche aussi, qui comprend pas tout ça, avec qui, enfin, j'ai pris sur moi, parce qu'on était un groupe d'amis, et au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, là, ce que tu dis, je peux plus, en fait. On se parle plus depuis. Bon... Voilà, en fait, le coût social est vachement plus fort pour moi aujourd'hui d'être non-binaire et d'être polyamoureux que d'être lesbienne. Vraiment beaucoup plus fort. Même si c'est assez récent, du coup, en tout cas, ces réalités-là pour toi, est-ce que tu arrives à identifier pourquoi c'est à ce point compliqué pour les autres, ou en tout cas perçu, ou en tout cas que les réactions sont aussi vives et radicales en fait à ton égard? Je pense que c'est parce que ça remet vraiment en cause les normes sociales établies. Autant l'homosexualité passe encore tant qu'on arrive à la normer. Tu vois, ça va, des lesbiennes et des gays qui se marient et qui ont des enfants, finalement, ils sont pas si différents de nous. Je veux dire, ils ont la maison, le chien et la voiture comme les autres. Ils sont en couple monogame, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et puis, s'ils sont blancs avec des métiers où ils gagnent bien leur vie, ça va encore mieux. Puis peut-être qu'on peut même leur faire voter FN. Par contre, ça va être plus compliqué pour des personnes trans, parce qu'on se fait tuer tous les jours, en fait. Ça va être plus compliqué pour des personnes racisées, ça va être plus compliqué pour des personnes non valides, ça va être plus compliqué pour des personnes qui n'ont pas de relation monogame, exclusive.
là, la société n'a pas prévu de place pour nous. Voilà, donc du coup, dans la tête des gens, il n'y a pas forcément non plus la place d'y penser. Je pense aussi qu'il y a des personnes où ça remet des choses en question pour elles-mêmes et elles ne sont pas prêtes à ça. Je pense que c'est des personnes qui ne se sont pas dit « j'ai peut-être pas choisi la vie que je mène » et qui ne sont pas prêtes à se dire ça. Et je comprends, hein, parce que c'est dur de se dire « peut-être pas moi qui ai choisi en fait ». Voilà, mon avis ça vient de là. Mais ouais, du coup, cette amie qui date d'une quinzaine d'années, en fait, à la base, on était un groupe de 4, donc on était comme ça depuis le collège. Et le jour où elle m'a fait ce coup-là, mes 2 autres amis se sont dit désolée, mais on peut pas rester amis avec elle alors qu'elle t'a dit des choses comme ça. Aujourd'hui, donc ces 2 personnes-là qui sont restées, qui m'ont soutenue et qui, franchement, en fait, le jour où c'est arrivé, je les ai appelées, je leur ai dit écoutez, là, ce qui se passe. C'est pas possible, faut que je vous voie parce que je me sens pas bien. Ils sont restés avec moi toute la journée et tout. On en a parlé pendant 1 semaine parce que je me sentais vraiment mal de cette histoire. Et aujourd'hui, c'est des alliés en or parce que je les déconstruis au fur et à mesure de mes questionnements et elles sont au top. Franchement, elles sont au top. C'est des femmes cis, blanches, hétéros, valides, tout ce que tu veux, mais elles sont... La théorie qui a émergé de nos discussions en commun face à cette rupture d'amitié, c'est que peut-être la personne en question qui m'a rejetée était secrètement amoureuse de moi depuis des années, mais ne pouvait pas assumer que ce soit possible. Et moi, je pouvais pas du tout envisager ça, parce que c'était comme une sœur pour moi, donc ça m'aurait pas traversé l'esprit un instant. Et sauf qu'il y a eu un truc, une phrase qu'elle a dite, où j'ai commencé à me dire « Ah putain !» et mes copines aussi ont commencé à se dire « Ah mais ouais !» Et j'ai repensé à plein d'autres trucs pendant 15 ans, et je me suis dit « Ah ouais, peut-être. Peut-être pas, mais peut-être. » Mais c'est quand même violent, quoi. Parce que ça n'excuse rien, ça n'excuse absolument rien. Et je suis vraiment navrée pour elle si elle n'arrive pas à assumer qui elle est. Mais j'ai absolument pas à en payer les pots cassés, en fait. Et je lui pardonnerai jamais, je pense, pour le coup. J'ai pardonné beaucoup de choses à beaucoup de gens, mais ça, il y a des limites quand même. C'est bien, là j'ai la fin du chat. Donc, là j'ai le du chat. Le plan improbable, quoi. Du coup, j'ai envie de te demander qu'est-ce que toi ça t'apporte de vivre le polyamour. Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que toi tu apportes dans ces relations-là? Ah, ça a littéralement changé ma vie. C'est pas la seule chose qui a changé ma vie, mais le polyamour, c'est une des choses qui a le plus changé ma vie quand même. Actuellement, je n'ai plus qu'une relation, enfin il y a une rupture très récente, mais actuellement, du coup, je n'ai plus qu'une relation, j'en suis pas moins polyamoureux pour autant. J'ai tellement de choses à dire là-dessus, tellement en fait, bon, on va commencer par le positif. Ce qu'il y a de génial avec le polyamour, c'est que je n'attends plus d'une personne qu'elle soit tout pour moi et vice-versa. Les personnes avec qui je relationne n'attendent plus que je sois tout pour elles non plus. Et ça change quand même énormément de choses dans les rapports humains. Parce que c'est pas évident de combler tous les rapports, enfin tous les besoins d'une personne tout le temps, en permanence, et de se jurer ça pour toute la vie. Tout le monde grandit, évolue, enfin bref, c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, ça me semble logique. Et puis, j'ai découvert des sentiments dont j'ignorais totalement l'existence. La compersion, parlons-en de la compersion. Meilleur sentiment du monde. En fait, la compersion, c'est l'inverse de la jalousie. La jalousie, il y en a en polyamour aussi. C'est une émotion humaine, tout le monde en a. Hein. C'est pas parce qu'on est polyamoureux qu'on est immunisé. Mais la compersion, c'est au contraire de ressentir de la joie, du bonheur, même de l'amour, de voir une personne avec qui tu relationnes et que tu aimes, aimer quelqu'un d'autre et être heureux, heureuse avec une autre personne. Et en plus, moi, ça m'a vachement aussi aidée. J'avais eu pas mal de relations qui m'avaient un peu brisé mon estime de moi-même. Et en fait, là, de me dire... Cette personne relationne avec d'autres gens et elle est heureuse avec ces personnes et pourtant, elle choisit délibérément d'être avec moi et de rester avec moi et de s'engager avec moi. Donc c'est que vraiment, je lui apporte quelque chose. C'est que c'est vraiment un choix, c'est pas pour combler un vide parce que là, il n'y a pas de vide à combler. Donc, c'est chouette, c'est super chouette et ça m'a vachement redonné confiance en moi-même.
Et ça a changé mon rapport dans mes relations, même dans mes relations amicales aussi. Il y a une éthique relationnelle dans le polyamour qui est quand même d'être honnête, de communiquer, d'être transparent et de respecter les limites de chacune. Et ça, en fait, c'est valable dans toutes les relations. Et mes amitiés ne s'en portent que mieux. Et même, moi, je différencie pas totalement l'amitié de l'amour non plus. Il y a un espèce de flou pour moi, il n'y a pas une frontière, il y a une espèce de flou relationnel comme ça. Et du coup, j'ai aussi des relations qui sont ni amicales ni amoureuses. Et qui sont géniales, où je partage une intimité sans qu'on ait à se promettre quoi que ce soit. Et c'est... En fait, on veut trop mettre les choses dans des cases. Il n'y a pas forcément besoin. En tout cas pour moi, il y a peut-être des gens qui en ont besoin, mais moi non. Et en plus, donc, je suis dans des relations anarchiques, parce qu'il y a aussi des relations hiérarchiques où tu as des gens qui sont en relation principale avec une personne, avec d'autres relations qui gravitent autour, mais ils ont une relation principale. Moi non. Toutes les relations sont sur un pied d'horizontalité, voilà. Après, ce qu'on me demande souvent, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes plus, voilà. Non, c'est pas quantitativement différent. Par contre, je vais vivre des relations différentes avec chaque personne. Il y a une personne avec qui je vais me sentir plus, je sais pas, où ça va être plus, j'en sais rien du tout. Mais j'ai pas d'exemple concret. Mais je vais peut-être avoir une complicité plus amicale, déconne avec une personne et être beaucoup plus romantique, fleur bleue avec une autre. Il y a vraiment des ambiances différentes, j'ai envie de dire, en fonction des relations. Et je pourrais vraiment parler des heures. Mais vraiment, ce que j'adore aussi, c'est rencontrer les relations de mes relations. Parce que jusqu'à présent, on s'entend très bien. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est des gens que j'adore. Je sais pas, il y a une dynamique trop cool parce qu'on sent que la personne avec qui on relationne en commun est super heureuse de nous voir tous là. Et on peut la taquiner ensemble, c'est trop cool quoi. C'est génial. Et de la même manière, quand moi j'ai plus... alors actuellement, j'ai plus qu'une relation, mais quand j'ai eu plusieurs de mes relations avec moi dans une soirée ou quoi, avec mes amis, c'est trop cool. Je vois tout le monde se liguer contre moi, là. C'est trop bien. Par contre, il y a des points négatifs quand même. Faut pas le nier. Du coup, pour moi, relationnellement, je m'épanouis tellement en polyamour. Par contre, oui, c'est pas non plus tout beau tout rose parce que en fait, c'est compliqué de se projeter dans la société. Parce que, par exemple, moi, je peux dire à ma mère que je suis polyamoureuse et que j'ai plusieurs relations. Je peux pas le dire à mon père. Je me sens pas en tout cas de lui dire. Si là, je vais devoir potentiellement retrouver un travail alimentaire à la fin de mon chômage, je peux pas parler de ça à mes collègues potentiellement. Socialement, c'est plus compliqué et juste de se projeter dans l'avenir parce que moi, dans l'idée, oui, il y a plein de schémas qui me diraient bien pourquoi pas habiter avec tout mon polycule, on se fait une villa, pourquoi pas, hein, mais c'est pas tellement socialement, on n'a pas l'habitude de voir ça. En fait, je sais pas, encore une fois, on n'a pas de modèle. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait, comment on se projette dans l'avenir? J'ai un de mes épisodes de podcast qui parle de ça, justement, notamment de parentalité. Ça m'a jamais tellement attirée d'être parent, mais peut-être que la question se posera avec une de mes relations, que cette relation-là aura un enfant, et avec une autre de ses relations, et du coup, quelle sera ma place dans tout ça? Socialement, si moi je suis impliquée dans la vie de l'enfant d'une de mes relations, un jour, j'ai aucune protection sociale à ce niveau-là. Si un jour on se sépare et que je veux continuer à avoir l'enfant, légalement j'ai aucun droit. C'est des questions j'approche des 30 ans, c'est des questions qui peuvent commencer à se poser. D'un point de vue social, légal, c'est absolument pas prévu, quoi. Donc tu marches en terre inconnue totale, quoi. Et du coup, c'est vrai que pour se projeter à ce niveau-là, c'est... Ouais, je sais pas. Après, la parentalité, ça n'a jamais été un truc qui m'a trop intéressée non plus. Donc, si ça se présente, je verrai bien comment ça se présente. Mais a priori, pour l'instant, ça me concerne pas. Mais c'est vrai que tu te dis, comment on fait, quoi, si on veut avoir des enfants entre personnes polyamoureuses? Comment on fait? Putain, on me voit plus, quoi. Ça y est, il fait nuit. Alors je peux allumer d'autres lumières, mais non, ça va être un peu coloré. Franchement, c'est tout à fait cool.
J'aimerais te demander en fait ton rapport au terme de communauté. Comment tu le définis? Est-ce que tu te ressens d'une ou plusieurs communautés? Bah ouais, pour le coup, je me sens de plusieurs communautés parce que je suis à la fois lesbienne, non-binaire et polyamoureuse. Et c'est pas forcément les mêmes communautés. Ça se rejoint, mais pas toujours en fait. Notamment, je subis la transphobie de certaines lesbiennes. C'est un truc vachement agréable, finalement, hein, parce que pour certaines personnes, on ne peut être lesbienne que si on est une femme cisgenre avec un vagin et qu'on couche avec une autre femme cisgenre avec un vagin. Sinon, ça marche pas. Sinon, c'est pas du lesbianisme. Bon, bref. Je pourrais parler du lesbianisme politique pendant des heures aussi, mais voilà, on va éviter. Je découvre la communauté trans, du coup. Mais c'est pareil, je me sens pas forcément à 100% dedans parce que je suis non-binaire. Et il y a certaines personnes trans qui ne parlent que de la transidentité binaire et de la dysphorie de genre. Moi, j'en ai jamais ressenti. Du coup, je me sens pas non plus forcément à 100% dans la communauté trans. Je me sens pas forcément à 100% dans la communauté lesbienne non plus. Pourtant, c'est dans celle-ci que je me suis épanouie. C'est un peu à la croisée des chemins. Par contre, la communauté polyamoureuse, oui, là, je suis à 100% dedans. Il n'y a pas de souci. Mais c'est une communauté où on se découvre nous-mêmes entre nous. Enfin, c'est encore petit, malheureusement. Ah, je rentre aussi dans la communauté drag king. La communauté drag, de manière générale, et drag king plus précisément. J'aime beaucoup cette communauté. C'est génial. Ça fait quoi, 1 an que j'ai commencé à faire du drag pour moi, comme ça. Et là, ça devient un truc un peu plus sérieux. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette parce que, en fait, souvent, enfin, moi en tout cas, j'ai beau avoir été jetée dans le milieu militant très jeune, quand j'allais à la Pride et que je voyais des drag queens, je voyais pas de drag king, hein, mais que je voyais des drag queens, pour moi, ça faisait partie des festivités, mais j'avais pas tout le background historique et militant en fait de la communauté drag que j'ai maintenant aujourd'hui parce que je suis en train de rentrer dedans et c'est fou parce que c'est genre au cœur de notre communauté, on n'en parle pas tant que ça. Enfin, la communauté drag a fait beaucoup pour la communauté queer de manière générale. Finalement, on retient que le côté festif, alors qu'il y a un côté militant hyper fort quoi dans le drag, mais vraiment hyper fort. C'est génial du coup de mettre un pied dedans et de rencontrer les personnes qui font du drag aussi. De les rencontrer autrement que de les voir sur scène. Oui, je les vois sur scène, mais du coup, je discute aussi, je les rencontre autrement et c'est trop bien. Et après, du coup, pour moi, la notion de communauté, c'est hyper important. En fait, j'ai grandi avec ça. Et je sais pas ce que ça aurait été sans. Je sais pas si ça aurait été mieux ou moins bien, ou voilà, mais juste, j'ai grandi avec la notion de communauté. En fait, c'est vital pour moi. Enfin, j'ai besoin de... Je sais pas comment dire. On est tellement pas intégré dans la société que c'est important de sentir qu'on a une famille quelque part et se reconnaître dans la rue c'est juste un truc qui fait du bien parce qu'on n'est pas safe dans la rue donc juste de croiser quelqu'un d'autre on se sait on sait quand c'est quelqu'un qui fait partie de la communauté on sait qu'on n'est pas seul du coup dans la rame de métro on sait qu'on n'est pas seul dans la rue ou juste ça donne le sourire de voir un couple lesbien se tenir la main dans la rue ou ouais c'est je sais pas c'est chouette c'est comme avoir une grande famille et avoir une grande famille partout sur la planète aussi parce que c'est un peu triste aussi voilà moi je me renseigne beaucoup sur ce qui se passe dans d'autres pays et de me dire ce que notre communauté vit ailleurs c'est parfois très déprimant. Je sais pas, il y a une sensation d'être connecté au monde entier du coup par cette communauté-là, même si c'est pas toujours très joyeux. Je me dis que pour les générations d'avant, notamment qui ont connu l'épidémie du sida ou quoi, les préoccupations c'était de rester en vie, de pouvoir être soigné et d'être intégré à la société en fait. Donc clairement, oui, je comprends que peut-être certaines personnes ne voulaient pas trop faire de vagues, dans le sens... je comprends qu'il y a eu un besoin de s'intégrer à la société, en fait, à une autre époque, parce que les problématiques n'étaient pas les mêmes, les mentalités non plus, et il y avait juste une putain d'épidémie qui décimait tout le monde, et notamment la communauté bien comme il faut. Donc ouais, je comprends qu'il y ait eu... qu'il n'y ait pas les mêmes enjeux que maintenant. Ouais, ça, mais totalement, on n'a pas vécu les mêmes choses, tout simplement, donc...
Et si aujourd'hui on peut se battre pour d'autres choses, c'est parce que les générations d'avant se sont battues avant nous pour ces choses-là. Donc... Est-ce que tu penses que le fait que le terme de communauté revienne au sein de nos communautés, justement, est-ce que tu penses qu'il y a de la réappropriation, une volonté par rapport justement à ce que tu évoques du passé où avant communauté et homosexuel et c'était sida et c'était mortalité et c'était... voilà. Ouais, il y a certainement de la réappropriation à ce niveau-là, ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'espère que j'ai raison en disant ça, je pense que la société a dépassé l'amalgame homo-sida. J'espère quand même qu'on est au-delà de ça et que du coup, c'est plus ok de parler de communauté parce que tout de suite, on ne nous met pas dans le sac des malades, quoi. Bon, pas pour tout le monde évidemment, il y en a encore qui nous mettent dans le sac des malades, malades sida, malades mentaux, tout ce que tu veux, mais... ouais, il y a sûrement de la réappropriation à ce niveau-là, ouais. Parce que je pense que c'était... Alors, j'allais dire, je pense que c'était plus dangereux à l'époque de se retrouver en communauté, mais je pense que ça redevient dangereux aujourd'hui, en fait. Quand on voit les lois qui passent sur les réunions en non-mixité, ouais, je pense que en fait, ça redevient dangereux aujourd'hui. J'ai ce sentiment, en fait, que finalement, là, militer aujourd'hui, ça redevient un truc... moi, je me sens pas safe, hein. Je me sens en danger, vraiment. Et... c'était pas le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, ouais, je me sens clairement en danger en tant que militante et en tant que personne queer. Je le dis en déconnant avec mes amis, mais n'empêche que c'est vrai. Je leur dis, non mais vous savez, moi j'ai une espérance de vie plus réduite que la vôtre, hein, statistiquement, je vais mourir avant vous. Ouais, je le dis sur le ton de la rigolade, mais n'empêche que statistiquement, c'est le cas. Donc finalement, on n'a pas le sida, mais on a d'autres problématiques aujourd'hui. Et ça se durcit en fait. En fait, je pense que les gens qui bénéficient, qui sont privilégiés par la société aujourd'hui, sentent qu'elle est en train de changer, pas dans un sens qui leur convient, et que du coup ça se durcit vachement en face en fait. Et que c'est pour ça qu'on assiste à des trucs complètement... bref, fascistes, hein. Franchement, là... j'ai pas envie de dire que j'ai peur, parce que c'est chiant de dire qu'on a peur, c'est un peu les faire gagner. Mais je suis plus sur mes gardes. Je suis beaucoup plus sur mes gardes qu'avant. Parce que voilà, je sais que c'est de plus en plus dur. Tu aurais des petites astuces pour des personnes qui voudraient se renseigner en tout cas sur le polyamour ou qui sentiraient cette envie-là, donc que ce soit sur le polyamour, la non-binarité ou le fait d'être lesbienne. Après, chaque parcours est différent et chaque personne va aller sur ce qui lui correspond, mais les podcasts aujourd'hui sont quand même... il y a une richesse dans les podcasts et dans les témoignages qu'on peut trouver dans les podcasts. Moi, je commencerai par ça et par Instagram. Les comptes Instagram militants et pédagogiques. Alors, qu'est-ce que j'ai en tête là-bas ? J'ai Aggressively Trans pour tout ce qui est transidentité, c'est le plus connu et vraiment elle fait un excellent travail. Il y a aussi Nantene Traoré qui fait un excellent travail sur la question. Alors, Nantene Traoré parle de beaucoup de choses sur son compte, donc il y a, je crois que son compte s'appelle Feminist Tangs, un truc comme ça. Elle parle de transidentité, de polyamour, de manière générale de remise en question des relations, enfin des schémas relationnels plutôt. Elle parle aussi, elle a été addicte à la drogue, donc elle parle de ça. Enfin, il y a énormément de choses en fait, il y a énormément de contenu, donc c'est un très bon truc. Pour la question du racisme, moi je pense à semblant de rien, mais j'ai mon regard de personne non racisée, donc voilà. Et pour tout ce qui est validisme, moi c'est beaucoup les questions d'autisme qui me touchent plus personnellement parce que je relationne avec des personnes autistes. Donc il y a, j'ai perdu le nom du compte. Mince. Je pourrais te le demander, le rajouter au montage. Ouais, mais il y en a plusieurs sur la question de l'autisme et de manière générale sur la question du validisme. Enfin voilà, les comptes Instagram, franchement, les gens font un boulot de dingue sur leur compte Insta. Et ces personnes méritent d'être rémunérées. Non mais clairement, les podcasts, il y en a plein aussi. Moi je squatte pas mal Nouvelles Écoutes et il y a plein de choses sur Nouvelles Écoutes. Il y a Queer qui s'écrit Quour, qui sont plein de témoignages comme ça. Il y a Coming Out que j'ai pas écouté mais qu'on m'a beaucoup conseillé.
Il y en a tellement. Sur la question des personnes travailleuses du sexe, il y a la politique des putes de Océan. Enfin, je crois d'ailleurs il y a la nouvelle web-série de Océan aussi. Enfin, il y a énormément de contenu en fait en ce moment. On manque pas du tout de contenu pour s'éduquer en fait. Il y a beaucoup de bouquins sur la question du polyamour. Il y a la salope éthique qui est genre la Bible qu'on se prête entre nous. Là j'ai vu récemment un bouquin qui a été traduit en français que j'ai très envie d'acheter qui s'appelle Vous n'êtes pas binaire. Il y a le génie lesbien, voilà, Stone Butch Blues, il y en a tellement. Là je suis en train de lire Testo Junkie, il faut s'accrocher quand même, mais sinon il y a Un monstre qui vous parle qui est plus accessible de Preciado. En fait le contenu, si on veut le trouver, mais il y en a mais vraiment beaucoup quoi. Si on connaît des personnes autour de nous qui sont concernées par certaines choses, notamment la non-binarité, enfin la transidentité ou le lesbianisme ou le polyamour ou quoi. C'est bien de poser des questions à ces personnes-là, mais pas trop. Parce qu'en fait c'est fatigant. Moi je sais que je ressens cette fatigue-là dès que je rencontre une nouvelle personne. Très vite, soit je passe pour quelqu'un de froid parce que je donne pas beaucoup de détails sur moi, soit je commence à parler de moi et en fait finalement la discussion ne tourne qu'autour de ça. Et je vois mes amis qui peuvent profiter de leur soirée autrement, qui peuvent parler d'autres choses. Moi, on ne me parle que de ça. On ne me parle que de mon identité de genre, que de mon orientation sexuelle, que de mon polyamour. Et j'aime éduquer les gens là-dessus, mais en fait, des fois, j'aime juste passer une soirée avec des gens aussi. Donc, voilà. C'est bien de poser des questions aux gens autour de vous, mais laissez-les tranquilles aussi un petit peu. C'est aussi des personnes avant d'être des lesbiennes, des trans, voilà. Parce que souvent on est vu comme ça en fait. On nous colle l'étiquette et puis c'est tout quoi. Mais pour terminer, comment tu as eu connaissance du projet The L Road et pourquoi tu participes au projet ? Comment j'ai eu connaissance du projet ? C'est une amie qui m'a screené ta story et qui me l'a envoyé. Du coup ça c'était début juillet où je t'avais contacté une première fois. Et puis j'ai oublié de te répondre parce que je faisais juste 1000 trucs, enfin il m'arrivait que des merdes et tout. Et là c'est de nouveau une autre amie qui m'a renvoyé ton projet. Je dis mais oui. Et voilà, en fait c'est le bouche à oreille, clairement, c'est ça. Et pourquoi j'ai eu envie de participer ? Parce que moi-même je produis ce type de contenu et c'est hyper important qu'on ait une diversité de ce genre de contenu et de témoignages. Et c'est hyper important que ce soit nous-mêmes qui prenons ça en charge en fait et qu'on raconte nos propres histoires. Parce que quand c'est ça bénéficie de plus de médiatisation, mais quand c'est un mec cis qui fait un film sur des lesbiennes, c'est pas juste. C'est juste, ça n'est pas correct, juste. Donc peut-être mieux avoir des choses un peu moins médiatiques, mais plus justes. Mais du coup, multiplier ces choses-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais revenir ou préciser quelque chose sur un sujet que tu aurais abordé pendant l'interview, ou est-ce qu'il y a vraiment un sujet qu'on n'a pas du tout abordé et qui pour toi est important et que tu as envie d'aborder ? Non, je crois que je me suis bien étalée. Ok, alors on peut dire que c'est la fin, ouais. Et je te remercie beaucoup pour de rien. pour ton adaptation et le fait de m'avoir conviée ici du fait du climat. Et voilà. Merci à toi parce que du coup j'ai beaucoup parlé. Donc, et merci d'avance pour le dérochage et le montage parce que là je sais que tu vas en chier, je sais que ça va être long. Je suis vraiment désolée. Non, c'est cool. Mais ouais, j'ai souvent beaucoup de choses à dire en fait, donc... Hello. Est-ce que vous avez cru que vous et moi on en avait fini là pour cet épisode ? Parce que pas du tout. Et je voulais juste ajouter Désespoir Podcast, franchement ça déchire. Le travail dont tu as parlé Letty, c'est un travail incroyable. Moi qui fais ce projet là, je me rends compte, je pense en très grande partie de ce que ça représente en termes de travail, de moments difficiles, d'investissement, d'implication, etc. Et du coup je voulais juste envoyer de la fort là et faire un gros push. Allez écouter, en tout cas je vous invite à découvrir et à écouter Hyper Propre, Hyper Pro. Ça s'écoute très facilement, enfin bref...
Vous l'avez compris, moi j'ai kiffé, je pense que vous pouvez kiffer aussi, donc n'hésitez pas à aller cliquer, il y aura tous les liens. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez, que ce soit sur moi, sur elle. Vous savez que les clics c'est hyper important pour nos projets, c'est vraiment la base et le socle fondamental pour envoyer de la force et de la visibilité. Voilà, je vous embête plus, j'espère que vous avez kiffé, à très très bientôt, ciao. Bah oui, moi je suis d'accord. Ouais, en effet. Ouais. C'est tout ? Merci.